10 000 $ pour un seul billet, 13 milliards de dollars de revenus, 1,6% d'impôts. 3 chiffres qui résument à eux seuls la Coupe du Monde qui se joue en ce moment même sous vos yeux aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Parce que pendant que des centaines de millions de personnes vibrent en ce moment même devant les matchs, un acteur, lui, encaisse comme jamais. La FIFA est en train de boucler le cycle le plus lucratif de toute son histoire. Jusqu'à 13 milliards de dollars de revenus. Le tout avec un statut, tenez-vous bien, d'association à but non lucratif. Ouais. Alors, qui paie vraiment? Pourquoi votre billet pour un match coûte une fortune? Et que devient l'argent d'une compétition censée appartenir à la planète entière, devenue une manne financière pour une des associations les plus puissantes de la planète? Accrochez-vous, on plonge dans le business obscur de la Coupe du Monde. Commençons par le sommet de la pyramide. La FIFA. La FIFA, c'est l'instance qui gouverne le football mondial. Elle chapeaute les 200 et quelques fédérations nationales, fixe les règles du jeu à l'échelle de la planète et redistribue de l'argent au football un peu partout dans le monde. Voilà pour la mission officielle. Dans les faits, c'est aussi devenu l'une des machines à cash les plus efficaces qui soient. Et de très loin, son or, c'est la Coupe du Monde masculine. Sur le cycle 2023-2026, la FIFA table sur des revenus compris entre 11 et 13 milliards de dollars. Le cycle le plus lucratif de son histoire. Pour mesurer le bon, il suffit de comparer. Le cycle précédent, celui du mondial au Qatar, avait rapporté environ 7,5 milliards de dollars. Cette fois, on vise jusqu'à 13. Et la FIFA réussit ça parce qu'elle possède un produit unique au monde, sans concurrent, sans substitut et auquel des milliards de gens sont émotionnellement accros depuis l'enfance. D'où vient cet argent? De 3 robinets. Le premier, le plus gros, ce sont les droits télé. Plus de 4 milliards de dollars vendus aux diffuseurs du monde entier. Le deuxième, c'est la billetterie et les loges VIP, ce que l'on appelle l'hospitalité, autour de 3 milliards. Et le troisième, le sponsoring et le marketing, près de 2,7 milliards. Et derrière ces robinets, il y a des noms que vous connaissez tous. Les sponsors majeurs de la FIFA, Adidas, Coca, Visa, Hyundai Kia, Qatar Airways, Aramco, débourseraient entre 150 et 200 millions de dollars chacun sur un cycle de 4 ans. Les partenaires de second rang, comme Bank of America, McDonald's ou Unilever, entre 65 et 95 millions. Pourquoi acceptent-ils de payer autant? Pour une seule raison, l'audience. La finale 2022 entre l'Argentine et la France a été suivie par près d'1,5 milliard de téléspectateurs. Aucun autre événement sur Terre ne réunit autant de monde devant un écran au même instant. La Coupe du Monde, au fond, ce n'est pas qu'un tournoi de foot, c'est le plus grand panneau publicitaire de la planète, et la FIFA en loue chaque centimètre carré au prix fort. Et il faut comprendre un détail clé du modèle FIFA. Il fonctionne par cycle de 4 ans, centré sur la Coupe du Monde. Les années sans mondial sont souvent déficitaires, et puis arrive l'année du tournoi, et là, tout bascule. Le mondial à lui seul fait vivre toute l'organisation pendant 4 ans. Alors pour 2026, la FIFA a trouvé un moyen génial d'augmenter encore la bise. Faire la compétition plus grosse, beaucoup plus grosse. On passe de 32 à 48 équipes, de 64 à 104 matchs, soit 40 rencontres de plus. Plus de matchs, ça veut dire plus de contenu à vendre aux télé, plus de panneaux publicitaires, plus de billets, mais le prix fort, ce n'est même pas le volume, c'est le prix. Parce que le revenu généré par chaque match, lui, ne fait pas qu'augmenter, il double. On passe d'environ 14 millions de dollars par match au Qatar à 29 millions par match en 2026. Le volume monte de 62%, mais le revenu par match double. Autrement dit, ce n'est pas le foot qui rapporte plus, c'est qu'on vous fait payer plus cher. Et ça nous amène au deuxième étage de la pyramide. Le vrai changement de la Coupe du Monde 2026, il est là, dans votre portefeuille. Le mondial se joue principalement aux États-Unis, le marché le plus riche du monde, où le public est habitué à payer très cher les grands événements sportifs. Et la FIFA l'a bien compris. Le résultat, une explosion des prix. Les billets démarrent à 60 $ en phase de groupe, ça c'est la vitrine, le prix qu'on vous montre. Mais le prix moyen d'un simple match de poule tourne autour plutôt des 700 $. Et plus vous montez dans la compétition, plus ça flambe. Jusqu'à 10 000 $ pour la finale en tarif officiel. Et pour saisir l'ampleur de la dérive, revenons en 1998. À l'époque, la place pour la finale au Stade de France coûtait 2 950 francs, environ 450 €. À l'époque, c'était jugé déjà bien trop cher. Alors comment on en arrive là? Comment ils ont fait ce tour de passe-passe? Avec une arme bien connue des compagnies aériennes, le dynamic pricing. Le prix n'est plus fixe. Il monte en temps réel en fonction de la demande. Plus le match est attendu, plus le tarif grimpe automatiquement. Vous ne payez plus le prix du billet, vous payez le prix de votre envie d'y être. Et l'addition, elle est vertigineuse. La FIFA prévoit près de 3 milliards de dollars rien qu'avec la billetterie. C'est 3 fois plus qu'au Qatar en 2022. 3 fois plus pour le même sport, les mêmes 90 minutes. La seule différence, c'est qu'on a compris qu'un supporter passionné est prêt à payer presque n'importe quoi pour voir son équipe. Le marché à conquérir, plus de 6 millions de billets à écouler. 6 millions de fans transformés un par un en ligne de chiffre d'affaires. Et le billet, ce n'est même que le début, parce qu'aller voir un match, ça veut dire aussi un vol, souvent transatlantique, et surtout un hôtel. Et là encore, les prix s'envolent. D'une ville haute à l'autre, l'écart est spectaculaire. Comptez environ 112 € la nuit à Dallas, mais jusqu'à 440 € à Vancouver. Plus de 300 € de différence en moyenne
moyenne par nuit. Pour un supporter français qui voudrait suivre son équipe sur 2 semaines, billets, vols et hôtels compris, on dépasse très vite les 5, 6, 7 000 euros le voyage. Le fameux billet à 60 $ affiché en vitrine, c'est l'arbre qui cache une forêt à plusieurs milliers d'euros. La Coupe du Monde a cessé d'être un événement populaire, c'est devenu un produit de luxe réservé à ceux qui peuvent se le permettre. Et pendant que le supporter lambda renonce ou s'endette pour aller voir un match, posons la vraie question. Tout cet argent, où finit-il ? Et là, on touche au plus beau tour de magie du football mondial. La FIFA, cette organisation qui s'apprête à encaisser des milliards, qui dort sur des réserves records, n'est pas juridiquement une entreprise. C'est une association à but non lucratif, domiciliée à Zurich, en Suisse. Le même statut sur le papier qu'un club de foot de province ou une association de quartier. Sauf qu'à la fin de l'année 2022, juste après le Qatar, les réserves de la FIFA atteignaient un record historique. Près de 4 milliards de dollars de trésorerie. Et ce statut associatif, ce n'est pas qu'un détail administratif, c'est un avantage fiscal colossal. Le meilleur exemple, en 2018, l'année du mondial en Russie, la FIFA a réalisé un bénéfice de 1,8 milliard de dollars. Devinez combien elle a payé d'impôts ? 29 millions, soit un taux d'à peine 1,6%. Alors 1,6%, on paie tous en proportion infiniment plus que l'organisation la plus riche du sport mondial. Alors la FIFA se défend, et son argument est toujours le même. Tout l'argent est réinjecté dans le football. Les fédérations, les programmes de développement, les dotations aux clubs, et c'est en partie vrai, mais ça n'efface pas la question de fond. Est-ce normal qu'une machine à 13 milliards, qui pratique le dynamic pricing comme une compagnie aérienne, garde le statut fiscal d'une œuvre de bienfaisance ? Sauf que si tout devait vraiment repartir dans le football, pourquoi accumuler 4 milliards de réserves ? Une œuvre caritative ne thésaurise pas l'équivalent d'un budget d'un petit État, elle dépense pour sa cause. La FIFA, elle, empile. Son président, Gianni Infantino, présente chaque mondial comme une contribution record pour le football mondial. Mais entre le discours « on réinvestit tout » et le bilan, des milliards qui dorment et un taux d'imposition de charité, il y a un écart que personne au sein de l'institution ne semble pressé de combler. Et ce privilège ne s'arrête pas à la Suisse, car pour décrocher l'organisation, les pays hôtes doivent signer des garanties, et parmi elles des exonérations fiscales pour la FIFA et tout son écosystème. Traduction, non seulement la FIFA encaisse, mais en plus elle ne paie quasiment pas d'impôts là où se joue le tournoi. Pendant que vous allez le voir, ce sont les villes hôtes qui règlent l'addition. Allez, c'est bon, on a vu qui encaisse, voyons maintenant qui débourse. Officiellement, la FIFA estime le coût total de cette Coupe du Monde, organisation, ville hôte, investisseurs réunis, à environ 14 milliards de dollars. Et les États-Unis, à eux seuls, devraient en absorber plus de 11. Mais soyons précis 2 minutes parce que c'est important. Sur ces 14 milliards, tout n'est pas de l'argent public. Une partie relève du privé, exploitants de stades, investisseurs, organisations. La vraie question c'est, quelle part sort directement des poches de l'argent public ? Et là, il y a une règle que peu de gens connaissent. Les villes hôtes sont légalement tenues de prendre en charge la sécurité et le maintien de l'ordre pendant toute la durée du tournoi, l'État fédéral ne venant qu'un appui. Et cette facture en public se chiffre. Une analyse de la banque Allianz estime les seules dépenses de sécurité publique du mondial à environ 1,1 milliard de dollars. À cela s'ajoute un fonds fédéral américain de 625 millions de dollars pour aider les 11 villes hôtes à se sécuriser. De l'argent prélevé sur l'impôt pour un événement privé qui lui va rapporter des milliards à une association suisse. Et d'ailleurs, ce n'est même pas qu'une histoire américaine. Au Canada, le gouvernement fédéral investit jusqu'à 220 millions de dollars pour les 2 villes hôtes, Toronto et Vancouver. Dans le détail, 115 millions pour Vancouver qui accueille 7 matchs et 104 millions pour Toronto qui en accueille 6. Faites le calcul, ça fait plus de 17 millions de dollars d'argent public par match. Et voilà le tour de force. Grâce aux garanties fiscales signées par les pays hôtes, la FIFA, elle, ne paie quasiment pas d'impôts sur place. Elle encaisse la billetterie, les droits télé, le sponsoring et laisse la note des coûts publics aux contribuables locaux. Imaginez un commerçant qui débarquerait sur la grande place de votre ville, ferait un chiffre d'affaires record le temps d'un mois, ne paierait aucun impôt local et demanderait en plus à la mairie de financer son vigile, son parking et sa voirie. Personne n'accepterait ça, sauf quand c'est la Coupe du Monde, là on déroule le tapis rouge. C'est le cœur du système, une privatisation des profits, une socialisation des coûts. Alors, me direz-vous, d'accord, les villes paient. Mais elles récupèrent leur mise grâce aux retombées économiques, non ? C'est exactement ce qu'on vous promet, et c'est là que se cache le plus gros mensonge de toute cette histoire. Voici la promesse officielle. La FIFA annonce un impact économique de 30,5 milliards de dollars pour les 3 pays hôtes et jusqu'à 40,9 milliards de PIB supplémentaires à l'échelle mondiale, avec à la clé plus de 800 000 emplois créés. Alors ça c'est des beaux chiffres, parfait pour justifier l'argent public. Le problème c'est que les économistes qui ne travaillent pas pour la FIFA n'y croient pas une seconde. Premier coup de canif, même en prenant les projections les plus optimistes, le coup de pouce attendu pour l'économie américaine, autour de 17 milliards de dollars, représente moins de 0,1% du PIB des États-Unis. Autrement dit, pour un pays de cette taille, c'est peanut.
Mais le plus parlant, c'est l'histoire, parce que les États-Unis ont déjà organisé une Coupe du Monde en 94. Et les chercheurs ont pu mesurer après coup ce qui s'est réellement passé. L'impact sur le PIB, il a été négatif. Et des villes qui ont accueilli des matchs ont même connu une croissance plus lente que les villes qui n'en ont accueilli aucun. Pour un résultat final inférieur de 4 milliards de dollars aux promesses. Le même pays, le même type d'événement et un bilan économique est négatif. Voilà ce que l'histoire dit vraiment. Et d'ailleurs, pour 2026, les premiers signaux confirment le scénario. Une enquête menée en mai 2026 auprès de plus de 200 hôtels des 11 villes hautes américaines révèle que près de 80% d'entre eux affichaient des réservations en dessous de leurs prévisions. La raison, les contraintes de visa, évidemment les tensions géopolitiques et le coût élevé des billets, des voyages qui finissent par décourager les visiteurs. Le raz-de-marée touristique promis n'a pour l'instant pas eu lieu. Quant aux fameux 824 000 emplois, il faut lire les petites lignes. Ce sont en très grande majorité des postes temporaires et saisonniers. Hôtellerie, restauration, sécurité, transport, qui disparaissent une fois le tournoi terminé. On ne construit pas une économie sur un mois de match. On crée un pic, puis le calme revient. Mais la dette des infrastructures et les frais publics, eux, restent. Le mirage économique, c'est le carburant politique de tout le système. On promet au peuple un jackpot pour leur faire accepter la facture. Et quand le jackpot ne vient pas, l'événement, lui, est déjà reparti avec ses milliards. Reste donc une question qui dérange, que vous avez sûrement en tête. Si accueillir une Coupe du Monde coûte si cher et rapporte si peu à l'économie réelle, pourquoi les pays se battent-ils pour organiser cet événement tous les 4 ans? Parce que la vraie monnaie d'échange ici, ce n'est pas l'argent, c'est l'influence. Accueillir un mondial, c'est s'offrir un mois entier de projecteurs braqués sur soi, devant des milliards de téléspectateurs. C'est se montrer au monde comme un pays puissant, moderne, capable d'organiser le plus grand événement de la planète. Les spécialistes appellent ça le soft power, la capacité à séduire et à exister sur la scène internationale sans tirer un coup de feu. C'est là la différence. Le Qatar, par exemple, ne cherchait pas à rentrer dans ces énormes frais. Le calcul était sur le long terme et surtout sur l'image. Et puis, il y a le calcul politique intérieur. Un dirigeant qui organise le mondial s'offre une fête nationale géante, un moment d'unité et de fierté qui fait passer au second plan, le temps d'un été, les sujets qui fâchent. Monsieur Trump, d'ailleurs, il en a pas mal des sujets qui fâchent. C'est une vitrine, parfois un écran de fumée, on parle d'ailleurs de plus en plus de sport washing, se servir du sport pour redorer une image, à l'intérieur comme à l'extérieur des frontières. Alors, cette enquête, elle avait simplement pour but de vous expliquer comment fonctionne économiquement une Coupe du Monde. Mais évidemment, éclatez-vous cet été à regarder l'équipe de France aller jusqu'en finale. J'y crois, en tout cas, au moment où je tourne cette vidéo. Et d'ailleurs, si ce genre d'enquête vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur la bulle financière qui guette le monde du paddle. D'ailleurs, abonnez-vous, on est de plus en plus nombreux et je vous dis à très vite.